Merci beaucoup, Klaus. Ça, c'était fort intéressant. Je vous remercie. C'est très intéressant d'écouter votre appréciation du rapport des forces, disons, prévisibles, de la montée des nouvelles forces politiques, de la chute du centre vers moins de 50% pour la première fois. Et en toute probabilité, vous avez raison. Donc, j'aimerais bien, si je peux, pour ouvrir notre réponse ici ce soir, de poser seulement une question de mon part. Vous avez parlé de cette politique d'adresser les soucis, de protéger avec les quelques possibilités de protection, plus de nationalisme, plus d'Europe. Que pensez-vous, votre analyse de l'arrivée des nouvelles forces politiques, de la nécessité de trouver un accord peut-être de trois partis politiques, trois forces politiques, de la question que la réponse doit être plus d'Europe ou moins d'Europe, votre analyse. Parce que le rapport des forces, c'est une chose. La force qu'ils vont porter avec eux au Parlement européen sera autour même avec cette hypothèse de protéger et d'adresser les soucis. La réponse que vous attendez, une politique pour l'avenir qui sera plus européen sur pas mal de dossiers, ou un peu plus, sinon sceptique, agnostique sur la capacité européenne de répondre. Oui, donc mon opinion c'est disons, où on va avoir plus d'Europe, et si on n'arrive pas, on va avoir moins d'Europe. Et c'est ce que je veux dire. Si l'attente des citoyens est plus de sécurité, je crois qu'ils comprennent très bien que si on arrive de le faire tout ensemble en Europe, c'est la meilleure solution. Mais si on montre qu'on n'est pas capable d'organiser ça au niveau européen, ils vont dire, OK, là, j'ai quand même besoin, j'accepte des solutions qui sont plus nationales. Donc, si on n'est pas capable de trouver une réponse à ce type de questions au niveau européen, les réponses seront données au niveau national. Et donc, si vous prenez les questions de l'immigration, c'est une description, je crois, exacte où on est actuellement, même dans ces jours-là. Exactement. Et donc, que les prochains Européens seront une forte définition de cet avenir, vous le rapport des forces, qui sera un peu différent que les années passées. Parce que toujours on a compté sur une majorité des deux grands mammouths. On a parlé des deux grands mammouths quand j'étais là, Parti socialiste et PPE. Et entre les deux, toujours, on a trouvé les accords. Et c'était presque fixe, même en avant des élections. Cette fois-ci, donc, c'est un moment vraiment de définition pour l'avenir de l'Europe, selon votre analyse. Je crois, oui. On dit cela à chaque fois en avant des élections, mais cette fois-ci, je crois que c'est une autre chose. La dimension politique... Mais c'était toujours correct aussi. Hein. Oui, mais la dimension politique entre les quelques des différences dont vous avez déjà parlé seront plus visibles, plus contestées et avec une politique plus fragilisée, l'histoire qu'on a eue jusqu'à présent. Donc, j'aimerais bien inviter aux uns aux autres de faire soit vos commentaires ou de poser des questions. Il y a des micros dans la salle? Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, et puis Alors, moi, j'ai une double nationalité. D'abord, je vais voter en tant que Français, à la fois aux européennes, et j'ai voté évidemment en tant que Français pour Macron. Donc, je vais prendre le cas d'un citoyen européen qui doit voter pour les
élections européennes. La chose qui me semble, j'ai fait pas mal d'études, donc je ne suis pas, disons, la personne qui est peu intéressée par le sujet, mais c'est très complexe, parce qu'en fait, on vote pour un parti, qui est un parti national, comme vous l'avez dit. On vote d'ailleurs pour un parti déjà dans une myriade de partis, en tout cas en France, ça va être le cas. Et puis après, on donne un blanc-seing un peu à ce parti de faire des coalitions, des accords avec d'autres partis qu'on ne connaît pas, enfin moi je parle en tant que Français, là, qu'on connaît mal. Et donc, ces partis vont faire quelque chose. Ensuite, on a très peu d'informations sur les résultats vraiment qu'ils vont pouvoir faire au niveau européen. Et je pense que, enfin ça je vous donne beaucoup de mes opinions, je pense que ce n'est pas des discussions théoriques sur l'Europe, plus d'Europe, moins d'Europe qui intéressent les Européens. C'est en fait qu'est-ce qui va se passer, pourquoi on vote, parce qu'il y a très peu de participation au vote, en fait, dans tout. J'étais en Allemagne, je parle allemand aussi, j'ai donc discuté avec des Allemands. Les Allemands ne sont pas eurosceptiques à condition qu'on discute avec eux. Voilà mes commentaires et j'aimerais avoir vos réactions sur ces commentaires. Merci beaucoup. Oui. Klaus? Oui. Sur la première question, je crois, vous votez une partie nationale et soudainement arrive une partie européenne ou un groupe politique européen. Exact. Et c'est pour cela que le Parlement européen a proposé que dans le bulletin de vote apparaît pas seulement le parti national, mais il est aussi indiqué très clairement à quelle force politique européenne cette partie nationale appartient. Parce que la réalité de la politique européenne, après, c'est européenne, ce n'est pas national. Et donc, par exemple, les grands partis politiques en Europe, ils ont un pourcentage de voter ensemble qui est 94, 95, 96% ensemble. Ça veut dire, c'est définissant dans quelle force politique européenne je participe, mais c'est très difficilement visible. Et donc, on a proposé une nouvelle loi électorale qui donnerait cette possibilité-là. On a aussi, pour exactement la même raison, la dernière fois, eu une soirée électorale où on a essayé très vite de montrer les résultats européens. Parce qu'autrement, les gens devant leur télévision voient seulement les résultats nationaux, comme pour une autre élection nationale. On a pris beaucoup de risques. On a donné un pronostic 30 minutes après la clôture des urnes, disponible pour toutes les chaînes nationales. Moi, j'étais responsable pour l'opération, donc si les chiffres auraient été faux, pas très bien pour moi, je crois. En tout cas, mon ancien président, là, n'était pas très content, Martin Schulz. Il avait plus d'espoir et quand il a vu le chiffre derrière lui, il a dit c'est juste les chiffres de l'administration, les vrais chiffres vont encore venir. Mais les vrais chiffres étaient très proches des chiffres de l'administration, heureusement, autrement je ne serais pas ici aujourd'hui. Excusez-moi de vous interrompre, je crois que ça ne suffit pas. Il faut dire ensuite ce que ces partis européens vont faire, quel est leur programme. Parce qu'autrement, on vote, puis après, comme vous l'avez expliqué, il y a des accords plus tard. Et ce programme pour lequel on vote, en fait, en tant que citoyen européen, on ne sait pas ce que ça va donner finalement. Oui. Les partis politiques ont des programmes très longs et aussi très clairs, mais normalement, ils ne sont pas beaucoup lus. Parce que d'abord, il faut savoir qui est cette parti politique européenne auquel mon parti adhère. Mais donc, tout cela existe, tout cela a pu être développé. Mais ça doit être plus connu. Je vais traverser ici. Il y a une femme là-bas. Donc, j'espère qu'il y a le temps pour tout le monde. Mais voilà. Merci. Oui, vous êtes tous des gens super intellectuels et je n'en doute pas de votre bonne volonté. Mais est-ce que pour mettre en pratique, il faut de l'intelligence? Et est-ce que tout n'est pas lié à une distribution de l'argent? On n'a pas donné d'argent à Brexit, qu'est-ce que je raconte? Frontex, on a torturé la Grèce, etc. Les Bulgares gagnent 500 € par mois. Est-ce que vous ne pouvez pas travailler un peu plus pour donner plus d'argent, au moins mettre en valeur et dire on va vous donner autant,
pour vous, vous serez capable de bien mettre à bout votre pays, que les gens ne sont pas contre l'Europe. Je m'exprime très mal, Merci beaucoup. excusez-moi. Moi, je peux échapper parce que je suis ici pour animer, mais je tourne vers l'intellectuel à côté de moi pour répondre. Merci, Oui. madame. Oui, je m'exprime très mal. Non, excusez-moi. non, c'est bien, c'est très Non, clair. non, c'est mal. Klaus. Mais, peut-être juste pour clarifier, je suis un intellectuel juste dans mon temps libre. Parce que pendant la journée, je suis bien à mon table pour résoudre des questions des interprètes, de la sécurité, des cantines, des bâtiments. Mais je trouve, je ne peux pas prendre ce type de décision sans avoir une idée où l'Union européenne se développe. Parce que où est-ce qu'on va investir quand on n'a aucune idée où l'Union européenne va aller ou devrait s'aller. Donc j'essaie de combiner un peu les deux, mais je peux vous assurer que je suis sous l'obligation d'être un homme extrêmement pratique pendant la journée. Mais sur votre question, bien sûr, l'Union européenne a l'ambition que les conditions de vie se rapprochent. Et pendant beaucoup de temps, ils se sont rapprochés aussi grâce au marché intérieur, grâce à la politique de cohésion, grâce à la politique régionale, grâce à la politique agricole aussi. Mais la crise financière, bien sûr, a spécifiquement pour les gens du Sud été un événement absolument dramatique, où on a essayé d'aider, où maintenant plusieurs de ces pays-là ont quand même pu développer très bien. L'Irlande est l'exemple parfait. L'Espagne et le Portugal aussi vont beaucoup mieux. La Grèce va maintenant sortir de la tutelle des crédits et tout cela. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut, disons, résoudre les problèmes de différence de vie dans très peu de temps. Donc, on a une politique pour rapprocher, mais on ne peut pas, disons, résoudre ces situations qui se sont développées pendant des siècles et des siècles à un seul moment. Donc l'important, c'est plutôt que les États peuvent progresser. Et je crois spécifiquement à l'Europe centrale et de l'Est, le grand nombre de gens ont quand même l'impression que l'appartenance à l'Union européenne les a donné la possibilité de progresser. Aussi en Espagne, aussi en Portugal, aussi en Grèce, qui ont connu cette expérience de dictateurs. Mais il y a ça, là les limites très claires. Et on voit que dans un État qui est basé sur démos, sur une identité nationale, on a plus de capacité de redistribution que dans une entité européenne qui est plutôt basée sur la différence, les différentes cultures et le pluralisme. Ça veut dire qu'il y a une possibilité pour faire une politique de redistribution, mais ça sera toujours beaucoup plus limité si on parle de l'argent ou si on parle des réfugiés. Et c'est un des débats qui est actuellement en cours. Quel degré de solidarité est-ce qu'on peut avoir? Et ça dépend aussi de développer une identité européenne commune qui ajoute à l'identité nationale qu'on a. Donc le plus qu'on est aussi conscient qu'on est aussi européen, le plus qu'on va avoir des possibilités de solidarité. Alors, est-ce que les autres intervenants ici, oui, il y en a deux? Oui, monsieur. Je vais prendre quelques questions. Bonsoir. Klaus. Merci beaucoup de votre discours révélateur. Donc, étant donné votre prévision pour le profil futur du Parlement européen, comment ça va affecter des décisions importantes que le Parlement sera appelé à prendre à l'avenir? Ça, c'est ma question. OK, on va le noter. Je reviens ici, s'il vous plaît, jusqu'à côté. Voilà, monsieur. Ralf Tatu. Je suis allemand et en Allemagne, on a maintenant une crise politique très grave. On peut calculer que ce gouvernement va terminer bientôt. Et ça, on parle dans la presse pratiquement tous les jours, mais de l'Europe, je ne vois rien du tout.
ni dans les nouvelles et ni dans les journaux. Par exemple, par accident aujourd'hui, j'ai pris la connaissance que le Parlement européen va décider sur un accord de libre-échange entre l'Europe et le Japon, qui a beaucoup de dangers. On ne sait rien du tout. Comment vous pensez on peut augmenter l'importance des élections européennes en 2019? Comment on peut augmenter la participation? Parce que dans le passé, c'était les petits pays qui ont envoyé la première classe politique à Bruxelles ou à Strasbourg. Dans mon pays, je suis navré, c'était toujours la deuxième ou troisième classe. Aussi, la France a envoyé toujours la première garde et les autres pays. Et ça, je me suis battu depuis ma jeunesse pour l'Europe. Et je suis très triste. Mon cœur pleure quand je vois la situation aujourd'hui, pas des actions, pas seulement dans l'espace même, mais il n'y a pas d'action. Une autre intervention de ce côté? Oui, ce monsieur ici. Merci, François Nordman. On vient d'évoquer la participation lors des élections, qui est inférieure à 50%. Donc la légitimité à tirer des urnes est quand même relative. D'autre part, comment est-ce que vous conciliez la démarche des Spitzenkandidaten avec la Constitution, avec le texte du traité sur l'Union européenne qui laisse la prérogative de désigner le président de la Commission aux États, au Conseil européen, qui soumet des noms ensuite au Parlement pour ratification. Là, on a inversé la procédure il y a 4 ans. On va recommencer, puisque ce n'est plus un accident, mais c'est contraire à la Constitution. Est-ce que ça renforce la confiance qu'on peut avoir dans les institutions de l'Union? Merci, monsieur. Donc, je vous laisse les réponses et je vais prendre encore une fois 3 intervenants pour la prochaine fois. Donc, patientez-vous, s'il vous plaît. J'espère qu'on dispose du temps, mais patientez-vous. Klaus. Yeah. Maybe let's start with the last question on the let's say legal aspects of the Spitzenkandidaten. First, of course, I have to say that I'm not a lawyer. I'm an economist, and that has an important consequence because I'm reading legal text, looking for opportunities. As an economist, you have to look for opportunities, whereas as a lawyer, you look rather for the restrictions. So I can't help it. I'm reading legal text, looking for opportunities. And the Lisbon Treaty changed the procedure of nomination in 3 different parts of the text. First, it said for the first time that the European Parliament elects. So if you say elects, normally you go for a higher ambition. It also says that the European Council nominates in view of the outcome of the European elections. So that means this was clearly a restriction to their possibility of choice because they had to take the outcome of the European election into account. And thirdly, there was a protocol which was asking for a consultation mechanism between the European Parliament and the European Council before the European Council would come up with a suggestion. So the text was changed 3 times, and the European Council drew the conclusion of this that nothing should change. That's an unlikely conclusion because we always have to assume that if the legislator or even this kind, the member states, changed the text 3 times, they wanted something a bit different or more ambitious. But what exactly was not clear. And that then gives, space for creativity. And if Parliament is good in one thing, I would say it's creativity, because no Parliament has ever received rights for free. Every Parliament always had to battle for its rights. And that's exactly our experience, because in the 50s, Parliament was very, very, extremely weak. So our motto could be this anarchist motto, we have no chance, but we use it. So we have to be creative as an organization and look for the space that, yes, is covered and not in contradiction by the treaty, but is a bit creative.
And I think the Spitzenkandidaten was a good example of this way. But still, the European Council proposes. And therefore, it is not just up to the parties to propose whoever they like, whatever their qualification. They need to propose candidates in view that they can find majorities both in the European Parliament and in the European Council. And therefore, last time to propose Jean-Claude Juncker, one can like or not like, that's a different question, but was the ultimate council insider who's been sitting in different council formations for 30 years, who knew it better than anybody else, I think was a clever move to make council accept that procedure because they couldn't say that he's not qualified. Otherwise, they would have had to say the same thing about themselves. Then the second question was, how can, if I've understood correctly, how can we increase participation? First, I think there are, first to put it into context, 43%, like we had last time, is exactly the percentage for US Congress in midterm elections when there's no presidential election, because presidential election is always motivating the country and so on. So that's, to put it a bit in perspective, I would say, therefore, it's not that bad. But I hate to say this, but there are also, of course, objective reasons which make people to go to vote or not to go to vote. The most, the strongest reason in many election campaigns is money. One party proposes to increase taxation, the other one goes to decrease taxation, a third one proposes a basic income for everybody, a fourth party proposes that the retirement age should be lowered, but with direct financial effects of people in their pockets. This is an instrument for motivation which we are not having. We cannot promise money, less taxes, more taxes, higher social security, later pension age. But that's what's driving people to vote. Have a look at Italy. The election was about basic income, going down in taxation to 15%, lowering pension age. So this, objectively, we don't have. What is also motivating people to go to vote are questions of peace and war. If we, for example, think of the Schröder campaign during the crisis in Iraq, he said, if I'm elected chancellor, we will not participate in this. Many people decided because of peace and war. We are not deciding on peace and war. So two objective issues, why maybe some people feel, okay, it's not having a direct effect in my pocket. Still, I would argue it's very important because of all this legislation. And we pass the budget, and we have the last say on international trade agreements, and we have the last say on the Brexit agreement. It's very important. But we are not having a direct impact on money in people's pocket, and this is a big motivator in election campaign. And that's why we at least wanted to have the possibility to say, you have the right to know before the elections who should run the European Commission. Because when you think of national elections, are people really participating to go to vote just because of their local member of parliament? I don't believe that for a second. It's one element. But they think, do I want to be governed by Merkel, or do I want to be governed by Schulz or Scholz or Nahles? That's driving them out to vote. So if we don't have this argument available and don't touch on, have no impact on people's money and not on peace and war, we cannot be surprised. We cannot hope for 80% participation like in a national election. And on the first question, I would like to say I have not given a prevision of the outcome because I can't. The future is completely open. Tomorrow a big thing happens and life will be very different.
what I've tried to speak about is the starting position. So where are we right now? Now, nearly 1 year before the election. What if elections would be happening right now? What would be a probable outcome? And how has the system been affected by what also Pat Cox has described in his introductory remarks? Because I know that before every European elections, you have to read newspaper articles saying this parliament will be completely confused, it will not be capable to act. Therefore, I've tried to describe there will be changes, but parliament will be capable to act. What will be the consequences of the shifts? We see a shift in absolute numbers to what I call the enlarged liberal center. So especially because of President Macron, if he's still in 1 year as strong as he is now. So policies he wants to push and his future members want to push might have an impact on what Parliament is doing, but decision-making capacity is still absolutely there. Alors, on dispose d'un très peu de temps qui reste. Je vais prendre 2 intervenants ici et 2 à l'autre côté. Donc, oui, monsieur. Oui, Pierre-Alain Belhomet, bonsoir. Merci beaucoup pour votre... J'aurais une question un peu paradoxale. En fait, vous avez mentionné qu'après la crise de 2008, qui dure pour certains encore, certains pays s'en sortaient très bien, comme le Portugal. Il y avait un renouveau économique, l'Espagne, la Grèce qui sort maintenant de la procédure. Donc, pour moi, c'est un paradoxe, parce que si ça va mieux dans l'économie, il y a quand même un problème qui fait que des partis dits nationalistes ou d'extrême droite augmentent en votant, etc. Donc, ça veut dire pour moi que le problème de la migration est capital. Les gens voient ces bateaux à la télévision et vous dites, oui, il faudrait un exécutif qui décide plus de bateaux, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait? Les gens veulent savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces bateaux. Est-ce qu'on renvoie les gens en Libye sous un régime terrible, ou bien on les amène dans les ports italiens, espagnols ou grecs? Ça, je pense que les gens, les votants en Europe, en Suisse aussi, aimeraient savoir quelle est vraiment la politique migratoire, qu'est-ce qu'on doit faire. On peut penser qu'on ne sait pas, que c'est vraiment impossible d'arrêter une vague migratoire. Mais il doit quand même y avoir une réponse de l'Union européenne. Merci. Merci beaucoup. Ici, le jeune homme ici au centre, je m'excuse, mais notre temps de travail est limité. Oui. Oui, alors merci beaucoup pour cette conférence. J'aurais juste une petite question, enfin 2 petites questions. Par rapport, enfin j'ai entendu pour les élections de 2024, dites-moi si c'est juste, mais il y aurait un projet de liste transnationale. Et je voulais savoir si étant donné qu'il y a un problème, je trouve, il y a un déficit démocratique dans l'Union européenne, où Bruxelles est loin de tout le monde et c'est considéré vraiment comme quelque chose de très technocratique, loin de tous les peuples européens. Donc est-ce que ces listes transnationales, je crois que c'est M. Macron qui les propose, je ne suis pas sûr, est-ce que ça pourrait résoudre ce problème démocratique et est-ce qu'il pourrait y avoir des campagnes internationales? Est-ce qu'un politicien français irait faire campagne en Espagne ou que sais-je? Et voilà. Merci. Ça va, merci. Et ici, oui, monsieur. Merci. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit monsieur tout à l'heure et ma question est liée également à l'intervention sur les listes transnationales. Je suis moi aussi binational et je vote aux européennes en France. Je suis frappé de voir que la presse, déjà maintenant, relate beaucoup le fait que les partis nationaux cherchent à se positionner, cherchent à définir leur positionnement pour les élections européennes. Mais comme tous ces partis sont affiliés à un parti politique européen, la logique voudrait que ces partis mettent en avant, adoptent le manifeste européen, n'est-ce pas? Alors, les listes transnationales ont été avancées comme étant la solution au problème. Personnellement, je pense qu'elles sont insuffisantes, voire même dangereuses. Ça ne concernerait qu'un petit nombre de députés. Et si on veut européaniser les élections pour tous les sièges,
une solution serait, à défaut d'avoir de véritables partis transnationaux, il faudrait prévoir un vrai partenariat entre partis politiques européens et partis nationaux pour les campagnes électorales, mais au final, l'électeur voterait non pas pour le parti national, mais pour le parti européen. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Donc, très vite, pour terminer, oui. Merci beaucoup. Merci d'avoir préféré d'abord la jeunesse à quelqu'un qui est vieux comme moi. Je fais partie de la génération... Je suis à côté de toi, Adam, pas de problème. Je fais partie de la génération de feu le professeur Henri Riben, qui a été l'un des artisans de la création de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe. Monsieur le secrétaire général, vous n'êtes certainement pas... vous êtes certainement au courant de la décision au niveau européen concernant la Grèce pour la délier les mains. Depuis 7-8 ans, elle avait les mains liées. Selon vous, je vous pose la question suivante. Quelles sont les répercussions que peut avoir cette décision européenne au niveau national, c'est-à-dire de la Grèce, au niveau international, c'est-à-dire de l'Europe, sur les élections européennes de 2019? Merci beaucoup. Donc, cher Klaus, j'ai parlé d'un hard stop à 19h, donc c'est à vous, mon cher ami, de régler les horaires de votre train. Allez-y. Okay. Yes. Yes, thank you, Pat. The first question was on Italy and whether it's not on immigration. In fact, Italy is the one country in the European Union where the sentiment towards the European Union has not improved recently. More or less everywhere else, it's going up like this. For the European Parliament in the last 18 months, plus 12%. And in most of the member states, it's going up, but with one exception, that's Italy. And I believe there are two problems in the Italian case. The first is immigration and the feeling to have been left alone with the issue. But the second is also stunning. When you look at growth figures, Italy is basically still at the level of 1997. And it's the last of all the countries. Even Greece, with all the experience, même la Grèce, avec toutes les expériences qu'elle a eues depuis 2008, si on prend comme point de départ 97, a eu un meilleur développement que l'Italie. Ça veut dire qu'on a un double problème, un manque de croissance et développement économique complète, contrairement à tous les autres États, y inclus la Grèce, et deuxièmement, un problème d'immigration où l'Italie s'est sentie laissée seule. Mais je crois que c'est les deux. Deuxièmement, concernant les listes transnationales et les partis politiques européens, donc maintenant je vous identifie comme étant entre ceux qui critiquent qu'il y a encore des souris et qui aimeraient avoir un éléphant, et à cause de l'absence de l'éléphant, ils deviennent un peu sceptiques. Et voilà, pour moi, c'est un peu la preuve pour cette thèse-là, parce qu'en effet, on a besoin des partis politiques européens plus forts, plus présents, plus connus. Mais pour cela, il faut aussi des ressources. Parce que si toutes les ressources sont au niveau national, et tous les médias sont au niveau national, et les ressources ne sont pas au niveau européen, et l'accès aux médias pas au niveau européen, c'est très difficile quand même d'être plus connu. Donc c'est pour cela que le Parlement européen soutient le développement des partis politiques européens. Ils reçoivent maintenant, pour l'année 2019, 50 millions d'euros de notre budget du Parlement européen. C'est beaucoup, mais au même moment, c'est très peu si on pense qu'il s'agit de 500 millions d'inhabitants.
mais en tout cas, ils sont beaucoup plus solides qu'il y a un certain temps. Il faut le développer de plus. Sur les listes transnationales, le Parlement a trouvé que pour 2019, c'était trop vite. Pour 2024, c'est resté plus ouvert. Mais il y a des députés qui ont un souci de deux catégories de membres. Des VIP qui sont sur les listes transnationales et les ordinaires qui doivent faire le travail du terrain et convaincre les citoyens locaux. Donc, il faut trouver une solution à cette question-là. Juste pour vous donner un exemple, en Italie, quand on vote, on ne peut pas faire simplement un croix derrière un nom. Il faut écrire le nom. Par exemple, si je prends mon président, il faut écrire Tajani. Il a une circonscription avec 12 millions des Italiens. Donc, comment est-ce qu'il peut arriver que 12 millions d'Italiens se souviennent du nom Tajani? Très difficile, mais en tout cas, ça faut qu'il est dans les villages, dans les villes, tous les jours. Donc, il est au Parlement lundi jusqu'à jeudi, et jeudi jusqu'à lundi, il doit se présenter parce qu'autrement, ils ne vont pas se souvenir. Sauf si on a gagné un prix Nobel, on était à la télévision, je ne sais pas. Mais donc, ces gens-là disent, OK, on fait ce travail du terrain-là, et les autres vont arriver juste avec une liste européenne. Donc, juste pour dire, l'ambition est très bien d'avoir quelque chose qui est en commun, mais il y a quand même des questions qui sont liées. La dernière question était la Grèce et les résultats sur les élections européennes. Disons, il ne faut pas oublier que le point de départ de la Grèce était qu'ils avaient un déficit annuel de 16% du PIB. Quand les statistiques étaient un peu clarifiées. Et donc, qui était prêt? La Grèce ne pouvait pas payer, et qui était prêt à les payer? Donc, les gens ont dit, voilà, on va vous soutenir, mais il faut faire quand même des réformes sérieuses, parce que ça ne peut pas être une situation permanente. Donc, maintenant, après presque 10 ans, après beaucoup de douleurs en Grèce, mais aussi avec beaucoup de réformes en profondeur, on arrive quand même à une situation où on pense que la Grèce peut se refinancer dans les marchés. Donc, d'une certaine manière, la question a trouvé une solution beaucoup meilleure qu'on avait déjà pensé, parce que la Grèce était, disons, presque dans le moment de quitter ou non l'euro. Mais la majorité des Grecs a toujours insisté de rester et a préféré de faire les réformes nécessaires.